Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Et je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le mythe de Cthulhu d'Howard Phillips Lovecraft. Et nous allons poursuivre ce soir avec pas une mais bien deux nouvelles, les amis. Nous allons lire ce soir, je vous montre l'ouvrage, nous allons lire ce soir Par-delà le mur du sommeil ainsi que La tourbière hantée. Si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Donc voilà, ce soir, deux nouvelles, c'est un peu particulier. J'avais dit que je ferais un live par nouvelle, mais les deux nouvelles de ce soir sont très courtes. Elles font 10 minutes chacune, 10 minutes, 10 pages chacune, pardon. Ce qui fait que logiquement, on devrait les lire relativement rapidement. Et donc, je vous préviens d'emblée, cette soirée sera assez courte. Je vais pas enchaîner sur une troisième nouvelle, je trouverais ça un peu difficile entre guillemets mentalement de s'accrocher à trois histoires différentes en l'espace de quelques minutes, voire une, 2 heures. Donc voilà, donc c'est pour ça que je préfère couper en ne faisant que deux nouvelles ce soir. C'est toujours très difficile de couper une œuvre tout simplement pour en faire des lives. Donc, et les nouvelles particulièrement, c'est très compliqué. Mais voilà, j'ai pris ce parti, j'espère que ça vous plaira. Nous avons déjà entamé le mythe de Cthulhu la dernière fois avec la fameuse très connue nouvelle L'appel de Cthulhu, qui était pour moi genre juste génialissime. Ça a été une découverte, je ne l'avais jamais lu personnellement. J'avais déjà lu énormément de Lovecraft, mais jamais cette nouvelle, alors que c'est la plus iconique de Lovecraft. Et j'avais vraiment surkiffé la découvrir avec vous, donc j'espère que ça a été le cas également pour vous. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live Twitch. De ce fait, si vous voulez passer l'introduction où je vais un peu bavarder avec les gens dans le chat, si vous voulez passer également les pauses que je vais effectuer dans ma lecture, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo et vous trouverez des timecodes qui vous permettent de passer de chapitre en chapitre ou de nouvelle en nouvelle et ainsi de suite. Voilà voilou. Tandis qu'on accueille déjà Wakina qui nous rejoint. Bonsoir Wakina, ça fait très plaisir de t'accueillir chez nous. C'est la première fois que tu assistes à un de mes lives et ça fait très très plaisir. Wakina, voilà, que je connais déjà un petit peu pour la côtoyer, entre autres sur les lives de l'ami Cora, que je vous enjoins à aller regarder parce qu'ils sont vraiment cool. Donc voilà, ça fait super plaisir de te voir parmi nous, Wakina. Donc, je vais t'expliquer comme ça, c'est bien, j'en profite. Je vais t'expliquer comment se passent mes lives en général et ça fera un petit rappel pour tout le monde. Grosso modo, je fais une petite introduction où je vais parler pendant 10-15 minutes solo de mes projets ou d'un truc qui m'a intéressé ces derniers temps et dont je veux vous faire part. Voilà. Ce qui laisse le temps tout simplement aux gens qui sont intéressés par la lecture d'arriver, que la petite alerte Twitch que le live a commencé parvienne jusqu'à eux et qu'ils aient le temps d'arriver tout simplement. Une fois que j'ai terminé cette petite introduction, je vais commencer la lecture. En général, je fais une pause à chaque chapitre. Là, vu que ce sont des nouvelles très courtes, je vais lire une nouvelle, je ferai une pause et je lirai la seconde nouvelle. Et enfin, on finit sur une petite outro, pareil, de 10-15 minutes, où grosso modo, je vais un peu parler de l'œuvre qu'on vient de lire. Enfin, en fait, j'ai pas de programme très précis, mais ça vient un peu avec le flux, avec ce que j'ai en tête à ce moment-là. Mais voilà, grosso modo, on peut le schématiser de cette manière, sachant que, de même, dans les pauses entre les différentes phases de lecture, je vais parler avec le chat un petit peu, répondre à leurs questions s'ils en ont, et puis tout simplement dialoguer avec eux, quoi. Et du coup, on est parti pour cette intro où je vais un peu vous raconter ma life, quelques secondes, quelques minutes. Du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est vrai que par rapport à la dernière fois, il n'y a pas grand-chose. On a fait un live il y a une grosse semaine. Je pense, je vais essayer, je ne promets rien, mais je pense que dans les temps à venir, je vais live un peu plus régulièrement. Je dirais un live par semaine quasi sûr. Peut-être deux, peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, là, dans les temps à venir, il n'y a plus les fêtes de fin d'année, il n'y a plus les anniversaires et autres galéjades. Donc, je devrais pouvoir être plus disponible pour les lives. Donc voilà, je vais essayer de me focus un peu plus là-dessus aussi parce que ça me manque l'air de rien. Et la dernière fois, enfin,
les 2-3 derniers lives étaient vraiment plaisants et je retrouvais vraiment le, l'enthousiasme à faire ces lives et ouais, je me suis bien amusé ces derniers temps donc j'espère que ça continuera comme ça et je vais essayer de tout faire pour que ça continue comme ça. Donc du coup, bah, ça sera bien évidemment des lives de lecture comme je vous en ai déjà fait tant. C'est un peu l'émission principale de la chaîne. Mais il y aura peut-être aussi des lives d'autres choses. Je songe à reprendre les lives de gaming ces derniers temps et c'est une chose qui pourrait arriver vraiment parce que tout simplement dans les temps à venir il est possible que je m'équipe un peu davantage afin de pouvoir jouer notamment à Sea of Thieves qui arrive dans un mois et que j'attends particulièrement. Donc voilà, voilou, au moins vous êtes prévenus, sachant qu'en plus certaines personnes me le réclament très souvent d'ailleurs. J'ai fait des lives sur Minecraft fut un temps et ces temps-ci je recommence doucement à y rejouer. Donc je sens que c'est possible que ça revienne un de ces jours parce que ça me fait bien marrer. J'aime bien créer des univers. Après, la chose difficile, c'est vrai, c'est que animer un live de gaming sur Minecraft, enfin, faut y aller quoi. C'est des heures et des heures de construction où je vais être concentré à faire mes constructions, donc faut que je trouve quoi dire. Mais bon, ce n'est pas exclu. Sinon, dans les lives, il y a également les lives surprises. Pour le coup, c'est peut-être ça où il y a le plus de news, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je veux garder la surprise entièrement. Bah, la surprise entière en fait. Mais du coup, les lives mystères que je vous tease depuis pas mal de temps avancent à grands pas, entre guillemets. J'essaie du moins d'avancer là-dedans. Je les travaille de plus en plus. Genre aujourd'hui, j'ai dû passer une bonne partie de ma journée à faire que ça. Hier soir aussi. Enfin ouais, je travaille beaucoup sur ce projet, bien que je ne sache toujours pas si un jour il arrivera en ligne parce que c'est, je vous l'avoue, un peu compliqué. Faut du talent, faut du travail, faut du temps. Donc voilà, c'est pas un truc qui se monte en 2 secondes, mais j'essaie malgré tout d'aller dans ce sens. Et peut-être un jour que ça arrivera. Et peut-être que je vais enfin me destiner à vous donner l'indice de ce soir. Allez, ça y est, je le donne. Voilà, vous le savez, je vous ai donné plein d'indices déjà pour ces lives. Et ce soir, un indice un peu différent de ceux d'avant. Ce qui vous donne un indice également. Là, je fais un charabia incompréhensible, personne ne va biter, mais grosso modo, l'indice de ce soir sera 3, comme le chiffre, 3 piles, comme des piles électriques, 3 piles alcalines. Voilà, voilà. Je sais, c'est un indice très étrange. Je sais qu'il y a plein de gens en privé qui viennent me voir et qui disent je ne comprends rien à tes indices. Ça me fait trop rire. Mais en vrai, si vous mettez la liste des indices et que un seul de ces indices vous dit quelque chose, je pense que ce sera très facile de retrouver, ou du moins de comprendre quel serait le thème de ces lives surprises, de ces lives mystères. Peut-être pas comprendre exactement ce qui va se passer et qu'est-ce que je vais faire exactement en live et la forme que ça va prendre, mais peut-être le thème est compréhensible. Bref, je vous laisse avec cet indice. Euh, et du coup, et du coup, Stella nous rejoint. Et bah oui, Stella, ça fait longtemps en effet, ça fait plaisir de te revoir parmi nous. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'en est tout pour le futur des lives, je pense. Sinon, j'ai pas grand-chose à vous raconter en vérité, hein. Je pense que je vais continuer dans les temps à venir, dans les temps proches, à développer mes jeux de société parce que j'ai vraiment pas mal d'idées et en ce moment, je me plonge de plus en plus dans cet univers. Je joue de plus en plus à des jeux de société de tout type. Et bah, j'aimerais bien même pouvoir m'en offrir d'autres, mais bon, c'est un peu cher quand même. Mais voilà, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui m'a particulièrement plu, mais ces temps-ci, j'entre dans cet univers de manière plus franche. Et ouais, c'est un univers qui m'excite énormément, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, je vais certainement continuer à développer mes jeux de société dans les jours à venir également. Et bah toujours, oui, voilà, je peux vous dire ça également, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Je continue à publier des poèmes relativement souvent sur Wattpad. Je dirais minimum un par semaine.
C'est des tout petits poèmes, qui font peut-être pour les plus longs une vingtaine de lignes. Enfin voilà, c'est vraiment très court. Souvent, ils font même beaucoup moins que ça. Donc, si ça vous intéresse, si c'est un truc qui peut vous plaire, n'hésitez pas à aller checker ma page Wattpad tout simplement. Alors, Stella, c'est quoi ton truc avec tes indices? Alors, en gros, Stella, je suis en train de teaser depuis 2 mois, je dirais déjà. Oula, ah ouais, déjà 2 mois. Aïe, ça commence à faire long. Donc, je commence à teaser depuis 2 mois un live mystère qui pourrait arriver très prochainement sur la chaîne. Et je vous donne des indices régulièrement quant à ces lives. J'en dirai pas plus que ça. Mais tout simplement, voilà, l'indice de ce soir c'était 3 piles alcalines. C'est un indice très chelou. Mais en vrai, c'est faisable de trouver. C'est faisable, c'est faisable. Eh bien, je pense qu'on a fait déjà une bonne intro. On est déjà à 10 minutes. Je vais juste vous montrer une dernière chose et on s'arrêtera là pour l'intro. Je vais vous parler de littérature, mais pas de la lecture qui va nous intéresser ce soir, d'une autre lecture que je suis en train de faire seul. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vais pas pouvoir la faire en live, tout simplement parce que ce n'est pas du tout tombé dans le domaine public. Et en plus, c'est un texte en anglais, c'est un roman en anglais, donc je vais avoir du mal. Enfin, je vais avoir du mal. J'aurais du mal si je le lisais à voix haute, je vous avoue. Je comprends suffisamment bien l'anglais pour pouvoir apprécier le roman, mais de là à savoir bien le prononcer à voix haute, etc., j'en doute. Bref, du coup, ce roman que je suis en train de me faire, c'est Poet Anderson in Darkness, écrit par Susan Young sur des idées de Tom DeLonge. Tom DeLonge, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est l'ancien guitariste-chanteur de Blink-182 et le chanteur-guitariste d'Angel and Airwaves, de Boxcar Racer aussi fut un temps, enfin bon bref. C'est un musicien plutôt connu qui a créé un univers euh, génialissime, le Dream World, le monde des rêves. Et dedans, il y a par exemple des romans. Donc celui-ci, c'est le second roman de la saga. Le premier, c'est Poet Anderson of Nightmare. Et donc là, c'est In Darkness. Euh, Là, vous le voyez pas, mais la couverture, elle est juste trop stylée. Elle est à moitié en relief et tout. Enfin, puis même, vous voyez que l'image est plutôt hyper classe. Enfin, à mon goût en tout cas. Vous aurez peut-être reconnu que le personnage principal de cette série, c'est le monsieur que vous pouvez voir ici en Funko Pop. Et du coup, voilà, cette lecture, j'en conviens, c'est pas accessible à tous vu que c'est en anglais, que ça n'est absolument pas traduit, vous trouverez aucune version française. Mais si vous avez les compétences de le lire, je vous recommande fortement de vous plonger dans l'univers de Poet Anderson. Le premier roman, ça a été une grosse claque, j'ai trouvé ça génialissime. Le second roman, j'en suis au chapitre 6, et pareil, je commence à retrouver cette fougue, à vouloir savoir ce qui va se passer, tellement je trouve ça trop bien. Et sinon, si vous n'êtes pas très chaud en anglais, vous pouvez peut-être quand même faire un petit tour dans cet univers au travers de films d'animation. Normalement, si vous cherchez sur YouTube Poet Anderson, je sais pas comment vous pourriez le trouver, movie animation peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est très facilement trouvable. Même en cherchant par le biais du groupe Angel and Airwaves, vous trouverez des albums qui font partie en fait de cet univers, qui font un peu la bande son entre guillemets de ces romans. Et il y a des comics également qui sont sortis en Amérique. Il y a un film en prise de vue réelle qui est prévu. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. C'est un univers multiformat et qui est vraiment très très agréable. Enfin personnellement, c'est l'un de mes gros coups de cœur. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Du coup, Wakina, Mako arrête pas de sauter. Ah. Est-ce que vous pouvez me dire si le live bug? Je ne pense pas qu'il bug. Moi, d'après les infos que j'ai, tout a l'air de rouler. Donc du coup, si ça vient de ta connexion, Wakina, j'en suis désolé. Et si ça vient de la mienne, bah, il faudrait que je règle le problème. N'hésitez pas à me dire vos retours. Et du coup, on arrive à 15 minutes d'introduction. Donc, on va se lancer. Stella, non, ça bug pas. Wakina, non, non, c'est Mako. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu aussi vite.
Il n'y a pas tant de latence que ça, hein, parce que vous m'avez répondu quand même relativement vite. Et du coup, Akina, ça continue à sauter. Ça continue à sauter, et question subsidiaire, est-ce que ça saute que sur mes lives, ou est-ce que ça saute sur, en général, tous les live Twitch que tu peux suivre? Sur ce, les amis, on va reprendre une bonne vieille habitude qu'on avait un peu mis de côté depuis quelque temps, tout simplement parce que le hasard, parce que il n'était pas arrivé que j'ai à ma disposition cet ustensile pour un live. Je vous laisse découvrir avec un son. Oh là là, ce son est tellement beau, je trouve. Bref, du coup, je vous souhaite à tous une bonne santé, n'est-ce pas? Santé. Et nous allons nous lancer dans la lecture, les amis. Installez-vous bien, prenez de la boisson, prenez de la mangeaille, détendez-vous et laissez-vous bercer par ma voix. Vous n'entendez plus que ma voix. C'est le mec totalement taré, hein, tout simplement. Bref, je suis obligé de mettre la qualité des streams en automatique parce que mon débit baisse par moment. Ah, je comprends, j'ai compris. Les mauvaises connexions. J'ai vécu ça pendant des années et des années, donc je te comprends parfaitement. Du coup, on va partir pour la première nouvelle qui ne dure que 13 pages. Ça va aller relativement vite. Je pense revenir vers vous d'ici 20-30 minutes peut-être. Ouais, je dirais 20-30 minutes, quelque chose comme ça. Du coup, je ne répondrai plus dans le chat pendant ces 20-30 minutes afin que la lecture soit le plus fluide possible, qu'il n'y ait pas d'arrêt dans le flux de ma parole. Et donc, à la fin de cette nouvelle, on sera une petite pause avant d'enchaîner avec la suivante, tout simplement. Mais non, je ne suis pas fou, Wakina. Je suis tout à fait sensé. Et du coup, Stella qui s'en va. Merci d'être passé faire un petit coucou, Stella, ça fait plaisir. Des bisous. Bon, Wakina, trop mignon. Wakina qui dit s'assoit et écoute. Ça fait plaisir, ça. En vrai, ça fait tellement plaisir. Tout simplement parce que je l'avais déjà dit en live une fois, mais moi j'imagine tellement cette scène-là, en fait. C'est là où je trouve qu'Internet c'est révolutionnaire, et Twitch également. C'est que l'ambiance qu'il peut y avoir dans les chats des live Twitch, j'ai l'impression que c'est genre, on est tous une bande de potes au bar et chacun a des talents et on fait tous des petits trucs comme ça et tout le monde est en train de l'encourager. Enfin, je trouve ça vraiment très bonne ambiance tout simplement. Et notamment les lives de lecture, je m'imagine trop. En fait, pour moi, c'est l'équivalent de m'asseoir sur une chaise devant vous et puis que vous soyez tous assis sur un tapis devant un feu de camp ou j'en sais rien. Et puis hop, qu'on fasse une plongée dans une histoire tous ensemble, qu'on vive une aventure tous ensemble. Je trouve ça juste trop stylé comme image. Et je trouve ça quand même assez dingue qu'on vive à cette époque. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est complètement dingue qu'on vive ce qu'on vit. Vous voyez à quel point c'est merveilleux. Bref, j'en ai fini avec mon message pro internet. Et du coup, on va être parti pour la lecture pour du bon cette fois. Je commence à faire une intro bien trop longue. Et si mes intros sont plus longues que les phases de lecture, ça le fait pas trop. Ça le fait pas trop, ça le fait pas trop. Ah, je viens de renverser du coca comme un bolos. Attendez. Attendez. J'espère que ça s'est pas vu à la cam parce que ça fait gros crapé sinon, n'est-ce pas? Bref, du coup, on va se lancer dans la lecture pour de bon cette fois, les amis. J'espère que d'ailleurs ça va aller parce que je vous avoue que j'ai été très malade la nuit dernière et j'ai quelques restes, j'ai la gorge assez sèche, le nez quelque peu bouché, ce qui ne va pas être pratique pour mettre le ton lors de ma lecture. Donc j'espère que ce sera pas trop ennuyeux et que ça s'entendra pas tout simplement. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ma lecture de toute manière et sur l'histoire parce que c'est intéressant aussi qu'on partage sur l'histoire tout simplement. Bref, je parle beaucoup trop. On se lance. À tout à l'heure. Bonne écoute Wakina, bonne écoute à ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Par-delà le mur du sommeil. Je me suis souvent demandé si la majorité du genre humain prend jamais le temps de réfléchir à la signification, formidable parfois, des rêves et du monde obscur auquel ils appartiennent.
Bien que la plupart de nos visions nocturnes ne soient peut-être rien d'autre que de vagues et bizarres reflets de nos expériences à l'état de veille, n'en déplaise à Freud avec son symbolisme puéril, il en reste néanmoins dont le caractère dépaysant et éthéré ne permet aucune interprétation banale, et dont l'effet vaguement provocateur et inquiétant évoque la possibilité de brefs aperçus dans une sphère d'existence mentale non moins importante que la vie physique, et pourtant séparée d'elle par une barrière pratiquement infranchissable. D'après mon expérience, je ne puis douter que cet homme qui a perdu sa conscience de terrien séjourne en réalité dans une vie autre et incorporelle, d'une nature fort différente de la vie que nous connaissons, et dont ne demeurent au réveil que les souvenirs les plus fragiles et les plus confus. De ces souvenirs flous et fragmentaires, on peut tirer beaucoup de déductions, mais peu de preuves. On devine que dans la vie des rêves, le matériel et le vivant ne sont pas nécessairement immuables, et que le temps et l'espace n'existent pas tels que les saisit notre moi éveillé. Je pense quelquefois que cette existence moins matérielle est notre vie véritable, et que notre vaine présence sur le globe terraqué est elle-même le phénomène secondaire, ou simplement virtuel. Ce fut d'une rêverie juvénile pleine de spéculations de ce genre que j'émergeai d'un après-midi de l'hiver 1900-1901, lorsqu'on amena dans l'établissement public de psychopathologie où j'exerçais les fonctions d'interne l'homme dont le cas, depuis, n'a jamais cessé de me hanter. Il fut inscrit sous le nom de Joe Slater, ou Slader, et il avait le type caractéristique d'un montagnard des Catskills. Un de ces rejetons étranges et repoussants, d'une race paysanne primitive de colons, que près de 3 siècles d'isolement dans les repères accidentés d'une campagne peu fréquentée avaient plongé dans une sorte de dégénérescence barbare, au lieu qu'ils progressent comme leurs congénères plus heureux des districts fortement peuplés. Chez ces gens bizarres, équivalents exacts de l'élément décadent des petits blancs du Sud, il n'est ni loi ni morale, et leur niveau mental est probablement inférieur à celui de n'importe quel autre groupe américain de souche. Joe Slater, qui arriva dans notre établissement sous la garde vigilante de 4 agents de police, et qui fut décrit comme très dangereux, ne présentait assurément aucun signe de ce naturel redoutable quand je l'aperçus pour la première fois. Malgré une taille au-dessus de la moyenne, et un corps plutôt vigoureux, il avait l'allure ridicule d'un inoffensif idiot, avec ses petits yeux larmoyants d'un bleu pâle et sans vie, les poils rares d'une barbe jaune hirsute non taillée, et la lourde lèvre inférieure qu'il laissait pendre mollement. On ne connaissait pas son âge, car chez ces gens-là il n'existe ni archive familiale ni lien permettant de parenté, mais d'après la calvitie à l'avant du crâne et le mauvais état des dents, le médecin-chef inscrivit que l'homme avait la quarantaine. Les documents médicaux et légaux nous apprirent tout ce qu'on pouvait recueillir sur son cas. Vagabond, chasseur et trappeur, cet homme avait toujours paru étrange aux yeux de ses primitifs compagnons. La nuit, il dormait habituellement plus qu'il n'est normal, et souvent à son réveil, il parlait de choses inconnues, de façon si bizarre qu'il inspirait la crainte même au cœur d'une populace sans imagination. Non que son langage eût une forme exceptionnelle, car il n'employait jamais que le patois corrompu de son entourage, mais le ton et la teneur de ses propos étaient d'une si mystérieuse extravagance que nul ne pouvait les écouter sans frayeur. Il était lui-même, en général, aussi terrifié et déconcerté que ses auditeurs, et 1 heure après son réveil, il oubliait tout ce qu'il avait dit, ou du moins tout ce qui l'avait poussé à parler comme il l'avait fait, retombant dans un état normal de semi-amabilité bovine propre aux autres montagnards. À mesure que Slater vieillissait, disait-on, ses aberrations matinales devenaient peu à peu plus fréquentes et plus violentes, jusqu'à ce que, 1 mois environ avant son arrivée à l'établissement, survint l'affreux drame qui entraîna son arrestation par les autorités. Un jour, vers midi, après un profond sommeil commencé dans une débauche de whisky aux environs de 5 heures l'après-midi précédent, l'homme s'était réveillé tout à coup, avec des hurlements si horribles et si prodigieux qu'ils avaient attiré plusieurs voisins dans sa cabane, immonde porcherie où il vivait avec une famille aussi indescriptible que lui. Se ruant dehors dans la neige, il avait dressé ses bras vers le ciel et entrepris une série de bonds pour s'élever tout droit en l'air. Ce faisant, il criait sa résolution d'atteindre certaines grandes cabanes avec du brillant au toit, au mur et par terre, et la drôle de musique bruyante tout là-bas. Alors que 2 hommes de taille moyenne s'efforçaient de le maîtriser, il s'était débattu de toute sa force et sa rage de fou, braillant son désir, son besoin de trouver et de tuer cette chose qui reluit, tremble et rit. Enfin, après avoir abattu provisoirement d'un brusque coup de poing l'un de ses gardiens, il s'était jeté sur l'autre dans une transe démoniaque de folie sanguinaire, vociférant comme un diable qu'il allait bondir en l'air là-haut en brûlant sur son passage tout ce qui l'arrêterait. Famille et voisins s'étaient alors sauvés, pris de panique,
Et quand les plus courageux revinrent, Slater avait disparu, laissant derrière lui une sorte de bouillie non identifiable qui, une heure plus tôt, était un homme vivant. Aucun des montagnards n'osa le poursuivre, et il est probable qu'ils se seraient félicités de le savoir mort de froid. Mais lorsque, plusieurs matins plus tard, ils entendirent au loin ces cris venant d'un ravin, ils durent admettre qu'il avait réussi à survivre et que d'une manière ou d'une autre, il faudrait s'en débarrasser. S'ensuivit alors une expédition de secours armée qui devint, quel qu'ait pu être son premier but, un détachement du shérif. Quand un des membres rarement populaires de la police montée repéra, par hasard, les chercheurs, puis les interrogea et finit par se joindre à eux. Le troisième jour, Slater fut retrouvé sans connaissance dans un arbre creux, et mené à la prison la plus proche, où les aliénistes venus d'Albanie l'examinèrent dès qu'il eut retrouvé ses sens. Il leur raconta une histoire toute simple. Il s'était, disait-il, endormi un après-midi à peu près au coucher du soleil après avoir beaucoup bu. Il s'était retrouvé au réveil debout dans la neige devant sa cabane, les mains pleines de sang, avec à ses pieds le cadavre mutilé de son voisin, Peter Slater. Horrifié, il était parti à travers bois en un vague effort pour fuir la scène de ce qui avait dû être son crime. À part cela, il semblait ne rien savoir, et l'interrogatoire habile de ses enquêteurs ne put en tirer aucun élément de plus. Cette nuit-là, Slater dormit paisiblement. Il s'éveilla le lendemain matin sans symptômes particuliers, sinon un certain changement d'expression. Le docteur Barnard, qui avait observé le patient, crut remarquer dans les yeux bleus clairs une lueur singulière, et dans les lèvres molles une fermeté presque imperceptible, comme celle d'une résolution intelligente. Mais, sollicité, Slater retomba dans l'habituelle apathie du montagnard, et ne fit que répéter ce qu'il avait dit la veille. Le troisième matin, l'homme eut sa première crise de folie. Après avoir manifesté une certaine agitation dans son sommeil, il explosa en un transport si violent qu'il fallut les efforts de 4 hommes pour lui passer la camisole de force. Les aliénistes écoutèrent très attentivement ces paroles, car leur curiosité avait été vivement alertée par les histoires suggestives, bien que généralement contradictoires et incohérentes, de sa famille et de ses voisins. Slater délira pendant plus d'un quart d'heure, jasant dans son dialecte d'homme des bois au sujet de verts édifices de lumière, d'océans d'espace, de musiques étranges, de montagnes et de vallées ombreuses. Mais il insistait surtout sur une mystérieuse entité flamboyante qui tremblait, riait et se moquait de lui. Ce personnage immense et vague semblait lui avoir fait beaucoup de mal, et son désir suprême était de le tuer en une revanche triomphale. Pour l'atteindre, disait-il, il s'élancerait à travers des abîmes de vide, brûlant tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Ainsi se pressaient ses paroles, jusqu'au moment où, avec une soudaineté incroyable, il se tut. Le feu de la démence s'éteignit dans ses yeux, et avec un morne étonnement, il regarda ceux qui l'interrogeaient et demanda pourquoi il était attaché. Le docteur Barnard déboucla le harnais de cuir et ne le remit pas avant la nuit, quand il eut réussi à persuader Slater de le revêtir de son propre gré pour son bien. L'homme avait alors reconnu qu'il disait parfois des choses étranges et sans savoir pourquoi. Pendant une semaine, de nouvelles crises se produisirent, mais les médecins en apprirent peu de choses. Ils méditèrent longuement sur la source des visions de Slater, car puisqu'il ne savait ni lire ni écrire, et n'avait apparemment jamais entendu de légendes ou de contes de fées, sa magnifique imagerie était tout à fait inexplicable. Qu'elle ne pût venir d'aucun mythe ou récit romanesque, c'était particulièrement évident, étant donné que le malheureux aliéné ne s'exprimait que dans son parler tout simple. Il divaguait sur des choses qu'il ne comprenait pas et ne pouvait interpréter, des choses qu'il prétendait avoir vécues, mais qu'il n'avait pu apprendre d'aucun récit ordinaire ou logique. Les aliénistes conclurent bientôt que des rêves anormaux étaient à la base des troubles, des rêves dont le caractère impressionnant pouvait momentanément dominer tout à fait à l'état de veille l'esprit de cet homme fondamentalement inférieur. Slater fut jugé pour meurtre, en bonne et due forme, acquitté pour cause d'aliénation mentale et confié à l'établissement où j'occupais une si modeste fonction. J'ai dit que j'étais un inlassable observateur de la vie onirique, et l'on imagine donc avec quelle ardeur je me consacrais à l'étude du nouveau patient dès que je me fus bien informé des données de son cas. Il semblait sentir en moi une certaine sympathie, en raison sans doute de l'intérêt que je ne pouvais dissimuler, et de la douceur avec laquelle je l'interrogeais. Non qu'il m'ait jamais reconnu pendant ces crises, tandis que je me penchais, retenant mon souffle sur ces évocations incohérentes mais cosmiques, il me connaissait bien, en revanche, dans ces heures calmes, quand, assis près de sa fenêtre à barreaux, il tressait des paniers de paille et d'osier, en soupirant peut-être après la liberté de la montagne, dont il ne jouirait jamais plus. Jamais sa famille ne venait le voir. Elle avait probablement trouvé un chef temporaire, selon l'usage des montagnards décadents.
Je ressentis peu à peu un émerveillement confondant devant les conceptions insensées et fabuleuses de Joe Slater. L'homme lui-même était lamentablement inférieur par la mentalité comme par le langage, mais ces visions éclatantes de titan, même décrites en un jargon barbare et incohérent, étaient de celles que seul un esprit supérieur ou même exceptionnel pouvait concevoir. Comment, me demandais-je souvent, l'imagination pesante d'un dégénéré des Catskills pouvait-elle faire apparaître des spectacles dont la jouissance même dénotait une secrète étincelle de génie? Comment ce lourdeau d'un pays perdu aurait-il acquis ne fût-ce que l'idée de ces royaumes étincelants du rayonnement et de l'espace céleste sur lesquels Slater déchaînait l'emphase de son délire? De plus en plus, j'inclinais à croire que dans la navrante personnalité qui s'humiliait devant moi, gisait le noyau déséquilibré d'une chose qui passait ma compréhension, et dépassait infiniment la compréhension de mes collègues scientifiques et médecins, plus expérimentés mais moins imaginatifs. Et pourtant, je ne pouvais obtenir de cet homme rien de précis. De toute mon enquête, il résultait que dans une sorte de vie onirique semi-corporelle, Slater errait ou flottait à travers de resplendissants et prodigieux vallons, prairies, jardins, cités et palais de lumière, dans une contrée sans limites et inconnue de l'homme, que là, il n'était ni paysan, ni dégénéré, mais une créature d'importance et d'une vie éclatante, se déplaçant fièrement, avec autorité, et contrecarré seulement par certains ennemis mortels, qui semblaient un être de structure visible bien qu'éthérée, sans avoir apparemment forme humaine. Car Slater n'en parlait jamais comme d'un homme, ou quoi que ce soit d'autre qu'une chose. Cette chose avait fait à Slater un mal atroce mais innommé, que le fou, s'il était fou, brûlait de venger. Des allusions de Slater à leur relation, je conclus que lui et la chose lumineuse s'étaient rencontrés sur un pied d'égalité, que dans son existence onirique, l'homme était lui-même une chose lumineuse de la même race que son ennemi. Cette impression était confirmée par ses fréquentes mentions de vol à travers l'espace et de brûler tout ce qui entraverait son avance. Ces idées, cependant, étaient formulées en termes paysans tout à fait insuffisants à les rendre, et cela m'amena à conclure que, s'il existait vraiment un monde onirique, on n'y utilisait pas le langage oral comme moyen de transmission de la pensée. Se pouvait-il que l'âme rêveuse qui habitait ce corps inférieur luttât désespérément pour exprimer des choses que la langue hésitante de la stupidité était inapte à prononcer? Se pouvait-il que je sois en présence d'émanations intellectuelles qui expliqueraient le mystère si j'apprenais seulement à les découvrir et à les déchiffrer? Je ne dis rien de tout cela aux médecins plus âgés, car l'âge mûr est sceptique, cynique et peu enclin à accueillir les idées neuves. D'ailleurs, le directeur de l'établissement m'avait récemment fait observer d'un ton paternel que je me surmenais et que mon esprit avait besoin de repos. J'étais depuis longtemps persuadé que la pensée humaine est faite essentiellement de mouvements atomiques ou moléculaires, convertibles en ondes de l'éther ou énergie rayonnante comme la chaleur, la lumière et l'électricité. Cette conviction m'avait conduit très tôt à envisager la possibilité d'une communication télépathique ou mentale au moyen d'un dispositif approprié, et pendant mes années d'université j'avais monté un ensemble d'appareils émetteurs et récepteurs assez semblables aux engins encombrants utilisés pour la télégraphie, sans fil à ce stade rudimentaire qui précédait la radio. J'en avais fait l'essai avec un camarade, mais n'obtenant aucun résultat, je les avais bientôt rangés avec tout un bric-à-brac scientifique pour m'en servir éventuellement plus tard. Alors, dans mon désir intense d'explorer la vie onirique de Joe Slater, je recherchai ces appareils et passai plusieurs jours à les remettre en état de marche. Quand ils furent prêts de nouveau, je ne manquai aucune occasion de les essayer. Chaque fois qu'éclatait la violence de Slater, je fixai l'émetteur sur son front et le récepteur sur le mien, en effectuant sans cesse des réglages délicats à la recherche de toutes sortes d'hypothétiques longueurs d'onde d'énergies intellectuelles. Je n'imaginais que très vaguement comment les impressions de pensée, même si leur transmission était réussie, pourraient éveiller dans mon cerveau une réponse intelligente, mais j'étais certain de savoir les détecter et les interpréter. Je continuai donc mes expériences, sans pourtant en révéler la nature à qui que ce fût. Tout arriva le 21 février 1901. Lorsque je regarde en arrière à travers les années, je me rends compte à quel point cela semble irréel, et je me demande parfois si le vieux docteur Fenton n'avait pas raison d'attribuer tout cela à mon imagination échauffée. Je me souviens qu'il m'écouta avec beaucoup de bonté et de patience quand je le lui racontai, mais ensuite il me donna un calmant et fit en sorte que je parte en congé pour un semestre dès la semaine suivante. En cette nuit fatidique, j'étais terriblement agité et inquiet, car en dépit des soins excellents qu'il avait reçus, Joe Slater était manifestement mourant. Peut-être se languissait-il de la liberté des montagnes, ou peut-être le tumulte de son cerveau était-il devenu trop violent pour sa constitution plutôt apathique. Quoi qu'il en soit,
La flamme de la vie vacillait faiblement dans le corps délabré. Il s'assoupit vers la fin et, à la tombée de la nuit, s'abandonna à un sommeil agité. Je ne lui mis pas la camisole de force comme on le faisait d'habitude quand il dormait, car il me parut trop faible pour être dangereux, même s'il s'éveillait encore une fois en pleine crise avant de s'éteindre. Mais j'ajustai sur sa tête, et la mienne, les deux pôles de ma radio cosmique, espérant contre tout espoir un premier et dernier message du monde onirique dans le peu de temps qui restait. Il y avait avec nous dans la cellule un infirmier, individu médiocre qui ne comprit pas le but de l'appareil, ni ne songea à s'enquérir de mes intentions. À mesure que les heures passaient, je vis sa tête endormie s'affaisser lourdement, mais je ne le dérangeai pas. Bercé moi-même par la respiration rythmée du bien portant et du mourant, je dus m'assoupir un peu plus tard. Le son d'une étrange mélodie lyrique fut ce qui m'éveilla. Accords, vibrations, extases harmoniques se répondaient passionnément de tous côtés, tandis que devant mes yeux ravis éclatait le prodigieux spectacle de la suprême beauté. Des murs, des colonnes et des architraves de feu, vivants, flamboyés, brillant de mille feux autour de l'endroit où je flottais, semblait-il, dans les airs, se prolongeant vers le ciel jusqu'à la hauteur infinie d'un dôme voûté d'une indescriptible splendeur. Se mêlant à ce déploiement de magnificence architecturale, ou plutôt l'éclipsant parfois en une rotation kaléidoscopique, passaient des aperçus de vastes plaines et d'attrayantes vallées, de hautes montagnes et de grottes accueillantes, parées de tous les attraits délectables du paysage que mes yeux enchantés pouvaient imaginer, entièrement formés pourtant de quelque entité rayonnante, éthérée, plastique, dont la texture participait autant de l'esprit que de la matière. Dans ma contemplation, je m'aperçus que mon propre cerveau possédait la clé de ces métamorphoses enchanteresses, car chaque vue qui m'apparaissait était celle que je désirais le plus admirer. Dans ce royaume élyséen, je ne résidais pas en étranger, car chaque image, chaque son m'était familier, comme il l'avait été avant pendant d'innombrables éternités, et le serait encore pour les éternités à venir. Puis, l'aura resplendissante de mon frère de lumière s'approcha et s'entretint avec moi, d'âme à âme, en silence et parfaite communion de pensée. C'était l'heure du triomphe tout proche, car mon semblable dans l'être n'échappait-il pas enfin à l'humiliation d'un esclavage périodique? N'y échappait-il pas à tout jamais, et ne se préparait-il pas à poursuivre l'oppresseur maudit jusqu'aux régions extrêmes de l'éther, et à exercer sur lui l'ardeur d'une vengeance cosmique qui ferait trembler les sphères? Nous flottâmes ainsi un certain temps, puis je m'aperçus que les objets autour de nous s'estompaient un peu et disparaissaient, comme si quelque chose me rappelait sur terre, où je n'avais pas le moindre désir d'aller. La forme près de moi sembla elle aussi subir un changement, car peu à peu elle acheva son discours et se prépara à quitter la scène, s'effaçant devant mes yeux un peu moins vite que les autres objets. Quelques pensées encore s'échangèrent, et je compris que l'être lumineux et moi étions rappelés en esclavage, mais pour mon frère de lumière, ce serait la dernière fois. La pitoyable enveloppe planétaire étant presque anéantie, dans moins d'une heure mon compagnon serait libre de pourchasser l'oppresseur le long de la voie lactée, et au-delà des plus lointaines étoiles jusqu'aux confins de l'infini. Un choc très net sépare ma dernière impression du décor lumineux en train de s'effacer, et mon brusque réveil, un peu honteux, lorsque, me redressant dans mon fauteuil, je vis la silhouette du mourant bouger vaguement sur le lit. Joe Slater s'éveillait en effet, probablement pour la dernière fois. En l'observant de plus près, je m'aperçus que sur les joues cireuses luisaient des taches de couleur qui ne s'y étaient jamais trouvées. Les lèvres aussi semblaient différentes, fermement serrées, comme par l'énergie d'un caractère plus fort que n'avait été celui de Slater. Enfin, tout le visage se tendit, et la tête aux yeux clos s'agita en tous sens. Sans réveiller l'infirmier endormi, je rajustai le serre-tête légèrement dérangé de ma radio télépathique, afin de capter le message d'adieu que le rêveur pourrait avoir à transmettre. Tout à coup, la tête se tourna vivement dans ma direction, et les yeux s'ouvrirent, me causant une telle stupeur que je ne pus détourner les miens de ce que je vis. L'homme qui avait été Joe Slater, le dégénéré des Catskills, me regardait avec deux yeux lumineux, éclatants, dont le bleu semblait étrangement plus intense. Ni folie, ni dégénérescence dans ce regard-là, et je sentis sans le moindre doute que je contemplais un visage derrière lequel il y avait un esprit agissant d'un ordre supérieur. À ce moment, mon cerveau prit conscience que, de l'extérieur, une ferme influence s'exerçait sur lui. Fermant les yeux pour concentrer plus profondément ma réflexion, je fus récompensé par la certitude positive que mon message mental tant cherché était enfin arrivé. Chaque idée transmise se formait rapidement dans mon esprit, et bien qu'aucun langage réel ne fût employé, j'avais une telle habitude d'associer conception et expression qu'il me semblait recevoir le message en anglais courant.
Joe Slater est mort, dit la voix impressionnante d'un envoyé de par-delà le mur du sommeil. Mes yeux ouverts scrutaient le lit de souffrance avec une étrange horreur, mais les yeux bleus maintenaient leur calme regard, l'expression restait animée, intelligente. Mieux vaut qu'il soit mort, car il était incapable d'assumer l'intelligence agissante d'une entité cosmique. Son corps grossier n'a pas pu supporter les ajustements nécessaires entre la vie éthérée et la vie sur la planète. Il était trop animal et trop peu homme. Pourtant, c'est à travers son insuffisance que tu en es venu à me découvrir, car les âmes cosmiques et planétaires ne devraient normalement jamais se rencontrer. Il a vécu dans mon tourment et ma prison diurne pendant 42 de vos années terrestres. Je suis une entité comme celle que tu deviens toi-même dans la liberté du sommeil sans rêve. Je suis ton frère de lumière, et j'ai flotté avec toi dans les vallées resplendissantes. Il ne m'est pas permis de parler de ton moi véritable à ton moi terrestre à l'état de veille, mais nous sommes tous des vagabonds des vastes espaces et des voyageurs des siècles. L'année prochaine, peut-être, résiderai-je dans cette Égypte que vous appelez ancienne, ou dans le cruel empire de Tsanshan, qui doit venir dans 3000 ans. Nous avons dérivé, toi et moi, jusqu'au monde qui tournoie autour d'Arcturus la Rouge, et habité les corps des insectes philosophes qui rampent fièrement sur la 4e lune de Jupiter. Que le moi terrestre sait peu de choses de la vie et de son ampleur, et qu'il doit en effet en savoir peu pour sa propre quiétude. De l'oppresseur, je ne peux rien dire. Vous autres sur terre avez dû, sans le savoir, ressentir sa présence lointaine. Vous qui, sans le connaître, avez à la légère nommé ce phare scintillant Algol, l'étoile du démon. C'est pour affronter et vaincre l'oppresseur que j'ai lutté en vain depuis des éternités, entravé par les pesanteurs matérielles. Ce soir, je pars telle une némésis porteuse d'une juste vengeance, d'un embrasement cataclysmique. Cherche-moi dans le ciel, tout près de l'étoile du démon. Je ne puis t'en dire davantage, car le corps de Joe Slater devient froid et rigide, et sa cervelle grossière cesse de vibrer à mon gré. Tu as été mon seul ami sur cette planète, la seule âme qui m'ait deviné et cherché dans la dépouille répugnante qui gît sur ce lit. Nous nous reverrons, peut-être dans les brumes rayonnantes de l'épée d'Orion, peut-être sur un plateau désolé de l'Asie préhistorique, peut-être ce soir même dans des rêves que tu oublieras, ou peut-être sous quelque autre forme dans une éternité quand le système solaire aura été anéanti. À ce moment, les ondes de pensée cessèrent brusquement, et les yeux clairs du rêveur, ou dois-je dire du mort, commencèrent à devenir vitreux. Dans une semi-hébétude, je m'approchai du lit et tâtai son poignet, que je trouvai froid, rigide et sans pulsation. Les joues cireuses blêmirent de nouveau, et les lèvres épaisses se relâchèrent, découvrant les crocs hideusement pourris de Joe Slater le dégénéré. Frissonnant, je tirai une couverture sur l'horrible visage et réveillai l'infirmier. Puis je quittai la cellule et regagnai ma chambre en silence. J'éprouvai le besoin impérieux et inexplicable d'un sommeil dont je ne me rappellerai pas les rêves. Que dire de plus? Quel simple récit scientifique peut se vanter d'un tel effet d'éloquence? Je me suis contenté de rapporter certaines choses que je considère comme des faits, vous laissant le soin de les interpréter à votre guise. Comme je l'ai déjà reconnu, mon supérieur, le vieux docteur Fenton, nie la réalité de tout ce que j'ai raconté. Il jure que j'étais à bout de tension nerveuse et que j'avais grand besoin du long congé payé qu'il m'a si généreusement accordé. Il me certifie sur son honneur professionnel que Joe Slater n'était qu'un vulgaire paranoïaque, dont les idées fantastiques venaient sans doute des frustes contes populaires qui se transmettaient de génération en génération, même dans les communautés les plus décadentes. Mais, il a beau dire, je ne puis oublier ce que j'ai vu dans le ciel la nuit qui suivit la mort de Slater. De peur que vous ne me preniez pour un témoin prévenu, une autre plume doit ajouter ce dernier témoignage qui vous apportera peut-être l'ultime péripétie que vous attendez. Je cite mot pour mot la déclaration suivante concernant l'étoile Nova Persei, dans l'article de l'éminent professeur Garrett, P. Service, qui fait autorité en astronomie. Le 22 février 1901, une nouvelle étoile remarquable a été découverte par le docteur Anderson d'Édimbourg, à peu de distance d'Algol. Aucune étoile n'avait été observée à cet endroit auparavant. En 24 heures, la nouvelle venue était devenue si brillante qu'elle éclipsait Capella. Une semaine ou deux plus tard, elle avait visiblement perdu son éclat, et au bout de quelques mois, on la discernait à peine à l'œil nu. Et c'est la fin de la nouvelle Par-delà le mur du sommeil. Nous allons donc marquer une courte pause, les amis. Et du coup, Chassoine nous a rejoint. Bienvenue, Chat, ça fait plaisir que tu sois parmi nous.
J'espère que la lecture de la nouvelle vous a été agréable, les amis. Encore une fois, je l'ai beaucoup dit la dernière fois. C'est vrai que la dernière fois, j'ai pas mal, entre guillemets, analysé le style de Lovecraft. Et encore une fois, je trouve que il y a plein de mécanismes qui sont utilisés par Lovecraft tout le temps. Genre, à toutes ses nouvelles, il utilise à peu près les mêmes moyens pour raconter son histoire. Du coup, je vais pas encore me répéter parce que je l'ai déjà fait la dernière fois. Mais je trouve ça très bien foutu. Je trouve ça très très bien foutu, très très bien huilé. Il y a vraiment, enfin, il utilise certains effets et certaines mécaniques à des moments précis, exprès pour nous faire monter la pression, pour nous faire dire que il se passe quelque chose sans trop savoir quoi et qu'on attend de savoir quoi. Et finalement, quand on le sait, on est content parce qu'on sait un peu, mais on sait pas tout. Enfin voilà, je trouve que le travail du mystère chez Lovecraft est vraiment très 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 lourd. C'est vraiment super bien foutu. Je ne sais pas si vous aurez apprécié Par-delà la lumière du sommeil. Moi personnellement j'ai bien aimé et je trouve qu'en plus ça change pour le coup des nouvelles de Lovecraft sur le thème. J'ai déjà lu beaucoup de nouvelles de Lovecraft en privé, mais je trouve que sur le thème ça a un peu changé parce que il y a toujours, enfin, il y a très souvent des scientifiques, des paysans et cette confrontation et ainsi de suite. Enfin bref, franchement, les thèmes de Lovecraft sont beaucoup rabâchés dans ces nouvelles, faut l'avouer. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, la monstruosité, entre guillemets, le truc, enfin, comment dire, la bizarrerie cosmique de cette nouvelle, n'est pas quelque chose qui arrive par un fait dans la réalité, mais qui arrive par la réalité des rêves. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, je trouve que ça change. Je trouve que ça change et je trouve que c'est une très bonne idée. Et ouais, c'est rafraîchissant d'avoir une histoire qui se passe un peu dans les rêves, mais que les rêves soient une réalité à part entière et un réel impact sur notre réalité. Et là, encore une fois, c'est justement cette science de la découverte, entre guillemets, où la réalité des rêves se découvre un tout petit peu, mais au final, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'il y a quelque chose qui nous dépasse totalement, comme toujours dans les nouvelles de Lovecraft. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé en début de live, mais je l'ai sous les yeux, donc ça me fait tilter. Si vous aimez ce délire de comment dire, de vérité cachée qu'on pourrait aller chercher dans les rêves, etc. etc. Vraiment, jetez-vous sur la saga de Poet Anderson parce que ça ne parle que de ça. Ça ne parle que de rêves et de société, enfin de réalité parallèle dans les rêves, mais qui existent bel et bien. En tout cas, d'après d'après ces bouquins. Enfin, en tout cas, dans la fiction de ces bouquins plutôt. Euh, J'ai pas de retour sur le chat. Du coup, je suis un peu embêté. Je ne sais pas si ça a bugué ou si bon, non, d'après mon logiciel, rien n'a bugué. Ou si tout simplement Wakina et Chaswad vous êtes sauvés. J'espère que tout est bien passé quand même. Ça, je vous avoue, c'est un peu ma grande frayeur, ouais, ma petite psychose entre guillemets, que je sois en train de faire la lecture et qu'après avoir lu un long segment, je me retourne vers mon logiciel et je vois que ça n'a pas enregistré, ou que ça a bugué, ou que ça a freeze, ou qu'il y a 3 mots sur 2 qui sont passés à la trappe. Enfin, ça, c'est un truc qui me fait trop flipper parce que ce serait tellement dur de devoir tout relire, je trouve. Parce que forcément, j'aurais moins le peps de la découverte, quoi. Chassohan, non, tout va bien. Ah, bah cool, cool, cool. Merci, chat. Merci pour les retours. Désolé, hein, je le demande souvent, mais c'est vrai que quand on stream, il y a toujours l'inquiétude qu'il y ait quelque chose qui déconne. Et du coup, c'est hyper rassurant d'avoir quelqu'un qui vous dit constamment c'est beau, le son il est bien, la vidéo elle est bien, tout est bien. D'ailleurs, je vais aller jeter un œil vite fait sur cette page. J'ai eu 3 nouveaux follow et ça m'a fait super plaisir. Je sais pas pourquoi, d'où ils viennent, etc. Parce que j'ai pas live ce jour-là, mais bon.
il y a 5 jours et il y a 4 jours. Donc du coup, merci pour les follow. Sébastien 11100, Octowood le Tavernier et Mbunazambe. Merci à vous. Merci à vous pour les follow, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais on a dépassé les 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça, gros cœur sur vous, ça fait trop plaisir. Du coup, Chassoad, c'est la saga de qui, quoi que tu as proposé? C'est les Poète Anderson. Là, regarde, la Funko Pop qui est là, ça fait partie de l'univers, entre guillemets. Et du coup, c'est Poète Anderson, écrit par Suzanne Young et inspiré, enfin, on va dire, ouais, inspiré, créé par Tom DeLonge. Tom DeLonge qui est l'ancien guitariste chanteur de Blink 182 par exemple. Et cette saga, c'est une tuerie. Par contre, c'est disponible que en anglais. C'est pour ça que je vous en fais pas la lecture en live. Et aussi parce que c'est pas du tout dans le domaine public, là, ça vient de sortir, hein, clairement. Donc voilà. Mais si cet univers vous plaît et que vous n'avez pas de soucis avec l'anglais, allez-y les yeux fermés parce que Poet Anderson, que ce soit le premier tome qui s'appelle Of Nightmare ou le second tome qui s'appelle In Darkness, c'est du génie, je trouve. C'est vraiment trop bien. L'univers est trop prenant. Et si vous n'êtes pas bon en anglais, mais que vous voulez quand même jeter un œil à cet univers, n'hésitez pas à regarder sur internet. Il y a sur YouTube, il y a par exemple des albums qui sont entre guillemets une tracklist, on va dire, une bande son de ces romans. Donc du coup, les albums, il y a quoi? Il y a The Dreamwalker, Dungeon and Airwaves, Of Nightmare, Dungeon and Airwaves, et... Ah ouais, non, ça c'est un autre projet. Enfin voilà. Lié à Poet Anderson, il y a ces deux projets, donc The Dreamwalker qui est un album, et Of Nightmare qui est un EP. Sinon, il y a des films d'animation qui sont aussi, je pense, visibles sur YouTube. À mon avis, on doit pouvoir les trouver. Euh, il y a aussi des comics qui sont sortis en Amérique. Et il y a un film en prise de vue réelle qui est prévu. Enfin voilà. Vous aurez compris que j'aimais beaucoup cette saga et que je la suivais assidûment. Mais voilà, en tout cas, je vous la recommande fortement. C'est vraiment super sympa. Euh, Et j'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoil, j'ai envie que vous découvriez un peu parce que c'est ça qui fait tout l'attrait de cette série, c'est de découvrir. Mais si vous aimez les théories sur les rêves, sur une autre réalité, des réalités parallèles, entre guillemets, c'est hyper intéressant. Et du coup, Octopus le Tavernier, c'est un dessinateur Twitch. Ok, bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on est follow par des gens de qualité. J'avoue que je ne le connais pas, mais j'irai jeter un œil du coup. Aïe aïe aïe, j'ai quand même bien douillé, hein, comme je vous disais, j'étais malade hier. Et du coup, j'étais pas sûr de pouvoir gérer ce soir. Mais bon, pour le moment, ça passe. J'ai l'impression de pas lire trop dégueulassement, même si, encore une fois, j'ai le nez bouché, ce que je trouve vraiment pas optimal pour faire des lives de lecture. Je trouve que ça change ma voix, ça change la tonalité de ma voix et la manière dont je vais lire, tout simplement. Je vais changer le titre du live pour passer à la seconde nouvelle de ce soir, la tourbière hantée. Hop. Et donc, on lira que ça ce soir, on lira que cette seconde nouvelle. Euh, Tout simplement, comme je le disais en début de live, c'est hyper compliqué de faire des séparations logiques avec les lives de lecture. Déjà dans les romans c'est compliqué, mais on a à peu près les chapitres pour s'y retrouver. Mais dans les recueils de nouvelles, c'est tellement dur parce que tout simplement, il y a des nouvelles qui sont très courtes, il y a des nouvelles qui sont très très longues. Et du coup, ça fit pas bien, quoi. Donc voilà, là, les deux nouvelles de ce soir étant, enfin les deux nouvelles qu'on devait lire étant particulièrement courtes, j'ai décidé de les mettre tous les deux ce soir. Et je pense que pour les prochains lives, même si ça fera des lives courts, on fera une seule nouvelle par soirée. Donc je pense que le mythe de Cthulhu, le recueil de nouvelles, le mythe de Cthulhu, qui n'a pas été compilé par Lovecraft, hein, je pense pas. Je pense que c'est une décision éditoriale bien postérieure à la mort de Lovecraft, d'avoir compilé ces textes ensemble parce qu'ils parlent du mythe de Cthulhu en gros.
Mais du coup, voilà. Je pense que on va le dévorer au rythme d'une nouvelle par live. Et que du coup, on en aura encore pour... bah, du coup, on finit le live de ce soir et on aura encore 3 lives dessus, qui seront des lives plutôt courts. Mais au moins, ça nous permet d'enchaîner tranquillement pendant quelques temps. Ça me permet aussi peut-être de me fournir d'autres textes pour la suite. Parce que là, je vous avoue que je commence à être un peu dans la dèche, quoi. Là, ces temps-ci, il y a pas mal de choses que je dois acheter, entre guillemets. Enfin, j'y suis pas contraint et obligé, mais disons que je dois faire sortir de l'argent si je veux faire aboutir certains projets. Et du coup, vu que j'ai très peu d'argent, bah, c'est un peu compliqué de se fournir en bouquin là et d'être comment dire, bah, d'être au taquet tout simplement, d'avoir un bouquin pour enchaîner à chaque fois. Et en plus, il y a aussi les idées qui manquent, tout simplement de me dire bon bah je vais lire quoi au prochain maintenant. Donc voilà. Donc je vous avoue que ça me fait plutôt un peu d'air de passer plusieurs semaines sur le mythe de Cthulhu avec des lives peut-être un peu plus courts. Mais bon, on va dire que pour cette œuvre, ça se comprend. Et ouais, du coup, je suis en train de réfléchir, mais j'avoue que pour la suite, je sais vraiment pas ce qu'on va lire. Peut-être l'Utopie, enfin Utopie, je sais plus d'ailleurs s'il y a un L apostrophe, de Thomas More. Peut-être ça, mais il n'y a pas de chapitre. Il y a des espèces de grandes parties, mais qui sont très très longues, qui font une centaine de pages, je crois. Donc du coup, je sais pas trop comment je couperais les lectures. Donc ce serait un peu problématique. Et je sais pas si ça se prêterait bien à la lecture à voix haute. Donc à voir. À voir, mais on pourrait peut-être enchaîner avec ça. Éventuellement le rouge et le noir de Stendhal, mais ça, c'était quelque chose qui était prévu. Mais quand je l'ai acheté et que j'ai vu l'intérieur, j'étais en mode ah ouais, mais c'est beaucoup trop long. Le style ne se prête pas du tout à l'oralité, je trouve. Donc ça va être peut-être un peu compliqué. J'avais peut-être pensé à faire des pièces de théâtre, mais des pièces de théâtre très spécifiques qui ont justement cette aura, entre guillemets, enfin pas cette aura, cette... comment dire? Je ne trouve plus le mot. Cette spécificité, enfin voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas le mot que je cherche, mais en gros, qui sont connus pour pouvoir être lus, pour pouvoir être lus plutôt que joués. C'est notamment la philosophie d'un auteur qui est l'auteur d'On ne badine pas avec l'amour, qui est Alfred de Musset, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, il me semble que c'est ça. Je l'ai derrière, mais je le vois pas d'ici. Mais bon, bref, il me semble que c'est ça. Et donc, je pensais peut-être éventuellement un de ces jours lire On ne badine pas avec l'amour. Enfin voilà, on peut voir, on peut voir. L'homme au sable d'Hoffman nous propose Chassoade. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est, je sais même pas si c'est une pièce de théâtre ou autre. Donc n'hésite pas à nous en dire plus, chat. Je prends toutes les propositions, sachant que je vais finir par être à court d'idées. Et du coup, on arrive à un peu moins d'une heure de live. Donc voilà, vous voyez, le live de ce soir va être particulièrement court, malgré qu'on ait lu 2 nouvelles entières. On va être à un truc genre 1 heure et demie, je pense. Et les lives à venir seront, enfin, ils tiendront sûrement sur entre 1 heure et 2 heures maximum, quoi. Bon, 2 heures, ça commence à être déjà pas mal, je vous avoue. 2 heures à lire à voix haute, ça, c'est déjà assez fatigant. Par contre, la dernière nouvelle est particulièrement longue, elle fait 70 pages, je crois. Et c'est des pages bien remplies de haut en bas. Donc là, pour le coup, la dernière nouvelle, en un soir, on va le faire parce que ça m'embêterait de couper l'histoire d'une nouvelle sur plusieurs lives. Je trouve ça pas pratique. Mais pour le coup, ce live-là, pour le coup, j'arrête pas de dire pour le coup, ce live-là sera beaucoup plus long, je pense. Voilà, c'est pour ça aussi, vous comprenez maintenant peut-être pourquoi je ne fais pas de nouvelles en live, ou que j'essaie d'éviter d'en faire, parce que je trouve ça vraiment pas pratique en termes de découpage. Enfin bref, c'est un peu pour ça que j'avais arrêté de lire Les Diaboliques de Barbet d'Aurevilly d'ailleurs. On avait lu les 3 premières nouvelles qui avaient plutôt plu d'ailleurs.
J'ai des bons retours sur YouTube et tout. Mais ouais, je sais pas, les 3 dernières, j'étais pas assez chaud pour m'y mettre parce que en termes de découpage, c'était hyper relou quoi. Peut-être qu'on lira les 3 dernières un de ces jours si je me replonge dedans et que je trouve des endroits où on pourrait faire facilement des coupures. C'est une possibilité. Du coup, j'ai bien bavardé et on va se lancer dans la suite de la lecture, les amis, avant que ma voix ne décide de nous quitter définitivement. On est parti pour une dizaine de pages, une toute petite dizaine de pages. Ça devrait aller relativement vite. Euh, Alors, attendez. Alors, L'homme au sable d'Hoffman est une vieille nouvelle fantastique. D'accord. D'accord. Adapté en pièce de théâtre, tout ça. Ok. Hoffman, ça me dit vraiment quelque chose. Je me demande si je l'ai pas déjà lu en fait au final. Peut-être pas ce texte précis, mais en tout cas du Hoffman, je pense en avoir déjà lu dans un recueil de nouvelles fantastiques justement. Euh, je crois c'est genre Nouvelles fantastiques et autres contes ou un truc comme ça. Enfin bref. Et je crois que j'ai une nouvelle d'Hoffman là-dedans. À voir, à voir. En tout cas, je garde l'idée dans un coin. Merci Chassois de l'avoir proposé. Et du coup, on est parti pour la tourbière hantée, les amis. Ça, le titre me dit quelque chose, la tourbière hantée. Donc je me demande si je l'ai pas déjà lu dans un autre recueil de nouvelles de Lovecraft. Enfin bref, même si je l'ai déjà lu, je vous avoue que je n'en ai plus souvenir. Donc logiquement, on devrait découvrir ça ensemble. J'espère que ça vous plaira. Je vous invite à vous installer tranquillou et à profiter de la lecture. Bonne écoute à tous, bonne écoute Chassoade, bonne écoute à tous ceux qui nous regardent dans l'ombre, et bonne écoute à tous ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro de ce live. La tourbière hantée. Denis Barry est parti pour quel effroyable et lointain royaume, je l'ignore. J'étais là pendant la dernière nuit qu'il est passé parmi les hommes, et je l'ai entendu hurler au moment où la chose est venue le prendre. Mais en dépit de recherches longues et minutieuses, personne dans le comté de Méa, ni les habitants ni la police, n'a jamais pu retrouver sa trace, ni celle des autres. Et maintenant, je frémis de terreur en entendant coasser les grenouilles dans les marais, ou en me trouvant au clair de lune dans un endroit isolé. C'est en Amérique, où il avait fait fortune, que je m'étais lié avec Denis Barry, et je le félicitai vivement lorsqu'il racheta le vieux château de Kildary, endormi près de la tourbière. Jadis, au temps où ils étaient les maîtres de Kildary, ses ancêtres avaient habité ce château bâti par eux, mais il y avait bien longtemps de cela et la vaste demeure, vide depuis des générations, tombait lentement en ruine. Barry m'écrivit souvent après son retour en Irlande. Sous sa direction, disait-il, les tours se remettaient debout, une à une, et le château de pierre grise retrouvait son antique splendeur. Le lierre grimpait comme autrefois le long des murs restaurés, et les paysans le bénissaient pour avoir, avec son or gagné au-delà des mers, ramené le bon vieux temps. Mais un jour, les ennuis vinrent, et au lieu de le bénir, les paysans s'enfuirent comme pour échapper à une malédiction. C'est à ce moment qu'il m'écrivit pour me prier d'aller le voir. Il était bien seul dans le château. Personne à qui parler, à part les nouveaux domestiques et les ouvriers qu'il avait fait venir du nord. À l'origine de tous ces ennuis, me confia Barry dès le premier soir, il y avait la tourbière. C'était l'été, et j'étais arrivé à Kildary par un magnifique coucher de soleil. L'or du ciel éclairait le vert des collines et des futaies, et le bleu de la tourbière sur laquelle là-bas scintillait au milieu d'une petite île une étrange ruine dorée semblable à un spectre. Les paysans de Ballyhoo m'avaient prévenu. Ils prétendaient que Gildery était tenté, et je frissonnai involontairement en voyant s'embraser les hautes tours du château. La voiture de Berry m'attendait à la gare de Ballyhoo. Gildery est loin de la ligne du chemin de fer. Et les villageois, sans s'occuper de la voiture ni du chauffeur, un homme du Nord, était venu me parler à voix basse dès qu'il avait appris que j'allais à Kildary. Et le soir, Barry entreprit de m'expliquer tout cela. Les paysans avaient quitté Kildary parce que Barry était sur le point d'assécher la tourbière.
Certes, ils aimaient profondément l'Irlande, mais l'Amérique ne l'en avait pas moins marqué. Ils détestaient voir perdre ce magnifique espace d'où l'on pourrait tirer non seulement de la tourbe, mais encore de nouvelles terres, et les légendes et les superstitions du pays ne le touchaient pas. Lorsque les paysans refusèrent de l'aider, puis, devant sa détermination, s'en allèrent à Ballyhoo avec armes et bagages, il ne fit qu'en rire et les remplaça par des ouvriers venus du nord. Quand ses domestiques le quittèrent à leur tour, il les remplaça d'eux-mêmes. Mais la vie était bien triste avec tous ces gens qui lui étaient étrangers. C'est pourquoi il m'avait demandé de venir. En apprenant pourquoi les gens du pays s'étaient enfuis, je me mis à rire moi aussi, car leurs craintes étaient du genre le plus vague, le plus étrange et le plus absurde qui soit. Elles avaient trait à une légende d'après laquelle un esprit funeste, protecteur de la tourbière, séjournait dans l'étrange ruine que j'avais aperçue sur l'îlot au coucher du soleil. On racontait que des lumières y dansaient par les nuits sans lune, et qu'un vent froid y soufflait alors que la nuit était chaude. Il était également question d'une ville de pierre imaginaire, ensevelie sous la surface marécageuse, et d'esprits planant au-dessus de l'eau. Parmi ces légendes, il y en avait une qui revenait souvent, et qui faisait l'unanimité absolue. D'après elle, l'homme qui oserait toucher à l'immense marée rougeâtre ou la sécher serait maudit. Il y avait des secrets, disaient les paysans, qu'il ne fallait pas dévoiler, des secrets cachés depuis que la peste avait frappé les enfants de Partolane, aux jours fabuleux que l'histoire ignore. Il est dit, dans le livre des envahisseurs, que ces fils des Grecs avaient tous été ensevelis à Talact. Mais les vieillards de Kildare prétendaient qu'une ville avait été épargnée grâce à la déesse de la lune, sa protectrice. C'est pourquoi seules les collines boisées la recouvraient quand les hommes de Némède étaient venus de City dans leurs 30 vaisseaux. Tels étaient les racontars qui avaient poussé les villageois à quitter Kildare, et je ne m'étonnais guère que Barry eût refusé de les écouter. Cependant, il s'intéressait beaucoup à l'archéologie et se proposait d'examiner soigneusement la tourbière une fois asséchée. Il avait souvent visité la ruine blanche de l'îlot. Elle était visiblement très ancienne et ressemblait fort peu à ce qu'on trouve généralement en Irlande, mais elle était trop délabrée pour révéler l'époque de sa splendeur. Les travaux d'assèchement allaient bientôt commencer. Les ouvriers venus du nord allaient dépouiller la tourbière interdite de sa mousse verte, de sa bruyère rougeâtre. On ne verrait plus les minuscules ruisseaux pavés de coquillages, ni les calmes étangs bleus bordés de roseaux. Le voyage avait été fatigant, et lorsque Barry, qui avait parlé une partie de la nuit, eut achevé son récit, je tombai de sommeil. Un domestique me conduisit à ma chambre, située dans une tourelle éloignée surplombant le... Un domestique me conduisit à ma chambre, située dans une tourelle éloignée surplombant le village, la tourbière et la plaine voisine. De mes fenêtres, je voyais, éclairées par la lune, les maisons silencieuses qui, depuis que les paysans s'étaient enfuis, abritaient les hommes du Nord. Je voyais également l'église paroissiale avec sa flèche ancienne, et là-bas, de l'autre côté de la tourbière, la ruine sur son îlot, blanche et brillante comme un spectre. Au moment de m'endormir, je crus entendre au loin de faibles sons primitifs et vaguement musicaux qui, par l'état d'agitation où ils me mirent, influencèrent mes rêves. Mais le lendemain, à mon réveil, je fus convaincu que je m'étais trompé, car les visions que j'avais eues étaient bien plus extraordinaires que les sons d'un pipeau dans la nuit. Fasciné par les légendes que Barry m'avait rapportées, j'avais erré en songe dans une ville imposante située dans une vallée fertile, où tout, rues et statues de marbre, villas et temples, sculptures et inscriptions, attestaient la gloire de la Grèce. Quand je racontai mon rêve à Barry, nous en rîmes tous deux, mais c'est moi qui riais le plus fort. Lui-même était préoccupé. En effet, les ouvriers qu'il avait fait venir du nord s'étaient pour la deuxième fois réveillés fort tard, lentement et avec difficulté, se conduisant comme s'ils n'avaient pris aucun repos. Or, l'on savait qu'ils étaient tous couchés de bonne heure la veille au soir. Le matin et l'après-midi, je me promenais seul dans le village ensoleillé, parlant de temps en temps aux ouvriers inoccupés, pendant que Barry s'affairait aux derniers préparatifs. Ces hommes n'étaient guère heureux, et presque tous avaient l'air tourmentés par un rêve dont le souvenir leur échappait. Je leur racontai le mien. Ils s'y intéressèrent seulement quand je fis allusion aux airs mystérieux que j'avais cru entendre. Ils me lancèrent alors un curieux regard, et me dirent qu'eux aussi se souvenaient vaguement d'une musique étrange. Le soir, au cours du dîner, Barry m'annonça que les travaux d'assèchement commenceraient le surlendemain. J'en fus heureux car, tout en regrettant de voir disparaître la mousse et la bruyère, les ruisseaux et les étangs, je désirais de plus en plus vivement découvrir les antiques secrets enfuis sous la tourbe. Cette nuit-là, mes rêves de pipeaux et de péristyles connurent une fin brutale et inquiétante. Je vis la cité de la vallée frappée par la peste, puis les collines boisées s'écroulèrent et ensevelirent les cadavres dans les rues.
Seul échappa à la destruction le temple d'Artémis, au sommet de la colline, où gisait la vieille Cléis, prêtresse de la lune, une couronne d'ivoire sur sa chevelure d'argent. J'ai dit que je m'éveillai brusquement, en proie à la terreur. Pendant quelques instants, je ne sus si je dormais ou si je veillais, car mes oreilles résonnaient encore du son des pipeaux. Mais voyant se dessiner sur le sol, sous les rayons glacés de la lune, les contours d'une fenêtre gothique, j'estimai que je devais être éveillé dans ma chambre de Kildary. Puis une horloge éloignée sonna 2 heures, et je n'eus plus aucun doute. Le son lointain des pipeaux continuait à me parvenir, jouant des airs sauvages et mystérieux, évocateurs de danse de faune sur le lointain ménal. Énervé, incapable de dormir, je me levai d'un bond et me mis à arpenter la pièce. C'est par hasard que j'allai à la fenêtre du nord, où je voyais le village endormi et la plaine au bord de la tourbière. Je n'avais nulle envie de porter plus loin mes regards, car je désirais surtout retrouver le sommeil. Mais le son des pipeaux ne cessait de me tourmenter. Il me fallait faire ou voir quelque chose. Comment aurais-je pu soupçonner ce dont j'allais être témoin? Dans l'immense plaine baignée par le clair de lune, je contemplais un spectacle que nul mortel l'ayant vu ne pourrait oublier. Au son des flûtes de roseaux dont l'écho me parvenait à travers la plaine, un groupe de silhouettes fantastiques tournoyait follement, perdues dans une danse effrénée. Je pensais aux habitants de la Sicile antique qui dansaient près du Cyanée, sous la lune de juin, en l'honneur de Déméter. La vaste plaine, le clair de lune argenté, les ombres dansantes, et par-dessus tout le son aigu et monotone des pipeaux produisaient sur moi un effet presque paralysant. Malgré mon effroi, je remarquai cependant que la moitié de ces danseurs infatigables, mécaniques, eût-on dit, étaient les ouvriers que j'avais crus s'endormis, tandis que l'autre moitié se composait d'étranges créatures aériennes vêtues de blanc, d'une nature indécise, mais qui devaient être de pâles et pensives naïades venues des sources hantées de la tourbière. Je ne sais combien de temps je demeurai à contempler ce spectacle du haut de ma fenêtre, dans la tourelle isolée, avant de sombrer dans un sommeil sans rêve dont me tira le soleil matinal. Ma première pensée à mon réveil fut de faire part de mes craintes et de mes observations à Denise Barry. Mais à la vue des rayons du soleil qui traversaient la fenêtre de l'Est, je fus convaincu de l'irréalité de ce que j'avais vu. Je suis parfois sujet à d'étranges visions, mais je n'ai jamais la faiblesse d'y croire. En cette occasion, je me contentai de questionner les ouvriers qui, réveillés très tard, ne conservaient aucun souvenir de la nuit précédente à part celui très vague de la musique. Cette histoire de pipeau fantôme me tourmentait beaucoup, et je me demandais si les grillons d'automne n'étaient pas venus en avance pour troubler la nuit et hanter les rêves des hommes. Un peu plus tard, en voyant Barry examiner ses plans dans la bibliothèque, les travaux devaient commencer le lendemain, j'éprouvai pour la première fois un soupçon de cette peur qui avait chassé les paysans. Pour une raison inconnue, je tremblais à l'idée de voir détruire l'antique tourbière et les secrets qu'elle recelait, et j'imaginais de terribles spectacles ensevelis dans des profondeurs obscures et insondables. Il me paraissait insensé de vouloir faire la lumière sur de tels secrets. Je fus pris d'un brusque désir de trouver un motif pour quitter le château et le village. J'allais jusqu'à entretenir Barry de ces questions, sans en avoir l'air, mais il éclata de rire, et je n'osais continuer. Aussi gardai-je le silence lorsque le soleil couchant inonda de sa lumière les collines lointaines, pendant que Kildary se transformait en un brasier rouge et doré qui semblait de fâcheux présages. Les événements de la nuit furent-ils réels ou imaginaires? Je ne le saurai jamais avec certitude. Ils dépassent incontestablement tout ce qu'on peut imaginer sur Terre ou dans l'univers, mais comment expliquer normalement ces disparitions que personne n'ignore plus maintenant? Je me retirai de bonne heure, vaguement alarmé, incapable pendant un long moment de trouver le sommeil dans le mystérieux silence de la tour. Il faisait très sombre, car la lune était à son décours, et ne devait pas se lever avant le petit matin. Étendu sur mon lit, je pensais à Denise Barry, et au sort qui attendait la tourbière une fois le jour venu. J'eus tout à coup une envie folle de me sauver dans la nuit, de prendre la voiture de Barry et de m'enfuir à Ballyhoo, loin des terres menacées. Mais je m'endormis avant de mettre mon projet à exécution, et revis en rêve la ville de la vallée, froide et morte, sous un linceul d'ombre hideuse. Ce fut sans doute le son aigu des pipeaux qui m'éveilla, mais je ne me rendis pas compte tout de suite. Quand j'ouvris les yeux, j'étais couché le dos à la fenêtre de l'est, celle qui donnait sur la tourbière. C'est de ce côté que la lune devait se lever. Je m'attendais donc à voir sa lumière se refléter sur le mur d'en face, mais je ne pouvais prévoir le spectacle qui m'attendait. Il y avait bien de la lumière sur le mur, mais ce n'était pas celle de la lune. Venant de la fenêtre gothique, une aveuglante lumière rouge, merveilleuse et terrible à la fois baignait la pièce. Mon premier mouvement fut étrange en l'occurrence, mais ce n'est que dans les romans qu'on accomplit les gestes dramatiques et inattendus.
Au lieu de chercher à découvrir la source de cette clarté surnaturelle, j'évitais, en proie à une terreur panique, de porter mes regards vers la fenêtre et je tirais maladroitement mes couvertures dans le vague dessein de m'en servir pour me sauver. Je me rappelle aussi avoir saisi mon revolver et mon chapeau, mais avant la fin de l'aventure, je les avais perdus tous les deux, sans avoir tiré un seul coup de feu ni m'être coiffé. Au bout d'un instant, la fascination qu'exerçait sur moi cette lueur rouge prit le pas sur la peur, et je me glissai jusqu'à la fenêtre de l'est pour voir ce qui se passait dehors. Le gémissement des pipeaux déchaînés remplissait le château et le village tout entier. Au-dessus de la tourbière, une lumière éblouissante provenant de la ruine de l'îlot coulait à flots, écarlate et sinistre. Quant à l'aspect de la ruine elle-même, comment le décrire? Je devais être fou en cet instant. Je la voyais se dresser, intacte et splendide, entourée de colonnes majestueuses. L'entablement où se reflétaient des flammes semblait traverser le ciel comme celui d'un temple situé au sommet d'une montagne. Au son perçant des pipeaux vint soudain se joindre un roulement de tambour. Étreint par l'angoisse, je crus discerner des formes dansantes dont la silhouette grotesque se détachait sur le marbre lumineux. L'impression était inouïe, et je serais resté indéfiniment en contemplation, ayant peine à en croire mes yeux, si, à ma gauche, le son des pipeaux n'avait paru brusquement s'enfler. Tremblant d'une peur curieusement mêlée d'extase, je traversai la pièce circulaire pour aller à la fenêtre du nord, d'où l'on découvrait le village et la plaine. Alors mes yeux se dilatèrent de surprise, comme s'ils ne venaient pas déjà de contempler un spectacle surnaturel. Dans la plaine, inondée d'une épouvantable lumière rouge, avançait un cortège de créatures comme on en voit dans les cauchemars. D'une allure mi-glissante, mi-flottante, les naïades vêtues de blanc retournaient lentement vers les eaux tranquilles et la ruine de l'îlot, groupées comme les danseuses des cérémonies antiques. Guidées par le son détestable d'invisibles pipeaux et obéissant à un rythme mystérieux, elles faisaient signe de leurs bras onduleux et translucides à la foule des ouvriers qui les suivaient comme des chiens, d'une démarche d'aveugles ou de fous, entraînés, semblait-il, par une force diabolique maladroite mais irrésistible. Au moment où les naïades, dans leur marche inexorable, approchaient de la tourbière, je vis sortir du château par une porte située très au-dessous de ma fenêtre une nouvelle file d'êtres zigzagants et titubants, tels des hommes ivres. Ils traversèrent à tâtons la cour et une partie du village, et rejoignirent dans la plaine la colonne trébuchante. En dépit de la distance, je reconnus aussitôt les domestiques venus du nord. C'est ainsi que je discernai la silhouette difforme du cuisinier dont la laideur même devenait indiciblement tragique en cet instant. Et toujours l'horrible son des pipeaux que suivait celui des tambours. Arrivés près de l'eau, les naïades y entrèrent une à une, gracieuses et muettes, et les autres, sans ralentir un instant, les y suivirent maladroitement et disparurent dans un jaillissement de bulles malsaines, à peine visibles dans cette lumière écarlate. Lorsque le gros cuisinier et le dernier de ces pathétiques traînards se fut enfoncé lourdement dans l'étang funeste, les pipeaux et les tambours se turent. Les rayons aveuglants qui venaient de la ruine s'éteignirent brusquement, et le village maudit demeura vide et lamentable sous les pâles rayons de la lune nouvelle. J'avais maintenant l'impression de me débattre dans un chaos indescriptible. Ne sachant si j'étais fou ou sain d'esprit, endormi ou éveillé, je ne fus sauvé que grâce à un engourdissement miséricordieux. Je crois m'être donné le ridicule d'adresser des prières à Artémis, Latone, Déméter, Perséphone et Pluton. Tous les souvenirs classiques de ma jeunesse me remontaient aux lèvres, et l'horreur de la situation faisait naître en moi des superstitions bien cachées. Je me rendais compte que j'avais été le témoin de la disparition totale d'un village, et je savais que j'étais seul dans le château avec Denis Barry, dont l'audace était à l'origine de cette malédiction. En pensant à lui, de nouvelles terreurs m'assaillirent, et je me laissai tomber à terre, non pas évanoui, mais accablé. Puis je sentis le vent glacial qui entrait par la fenêtre de l'est, du côté où s'était levée la lune, et tout à coup, j'entendis au-dessus de moi des hurlements qui ne tardèrent pas à atteindre une intensité et un caractère tels que les mots manquent pour les décrire et que je suis près de m'évanouir en y pensant. Tout ce que je puis dire, c'est que l'être qui les poussait avait naguère été mon ami. Le vent sans doute et les hurlements me firent revenir à moi en cet instant atroce. Je me souviens ensuite d'une course folle par des salles et des corridors noirs comme de l'encre, et la cour, une fois traversée, d'une fuite éperdue dans la nuit. On me retrouva à l'aube, errant au voisinage de Ballyhoo. Mon esprit était égaré, mais les horreurs que j'avais vues ou entendues d'abord n'étaient pas ce qui me tourmentait le plus. Quand lentement je revins à moi, je fis allusion à deux faits qui s'étaient produits au cours de ma fuite, deux faits sans signification et qui, pourtant, continuent à me hanter quand je suis seul près d'un marécage, ou la nuit au clair de lune. Fuyant le château maudit, j'entendis, en longeant la tourbière, un bruit qui, en soi, n'avait rien d'extraordinaire et que, pourtant, je n'avais jamais entendu à Kildary. Les eaux stagnantes, complètement privées jusque-là de toute vie animale,
débordé maintenant d'une horde d'énormes grenouilles visqueuses dont les cris aigus et incessants contrastaient étrangement avec leur taille. Brillantes, vertes et bouffies, elles semblaient contempler le clair de lune. Je suivis le regard de la plus grosse et de la plus hideuse d'entre elles, et pour la seconde fois je fus témoin d'un spectacle qui me mit hors de moi. Allant directement de l'étrange ruine de l'îlot jusqu'à la lune, s'étendait un faible rayon lumineux sans aucun reflet. Dans ma fièvre, je crus voir monter lentement sur ce blême chemin une ombre mince et convulsée, une ombre vague et qui luttait dans d'effroyables contorsions contre d'invisibles démons qui semblaient l'entraîner. Cette ombre hideuse semblait à mon esprit égaré un portrait monstrueux, une inconcevable caricature de cauchemar, une effigie sacrilège de celui qui avait été Dennis Barry. The Moonbog, juin 1926. Et c'est donc la fin de cette nouvelle la tourbière hantée, pardon. Ça sera donc également la fin de ce live, les amis. Nous allons passer à l'outro. Je l'ai lu extrêmement vite cette nouvelle, je regarde maintenant les timers, et je vois qu'on est à 1h20 de live, quelque chose comme ça. Écoutez, j'avais annoncé que je ferais 2 nouvelles, et j'ai déjà mon découpage pas mal prévu, je pense, pour la suite. Donc je pense qu'on va pas enchaîner sur une 3e. D'autant que je trouve ça dommage d'avoir des nouvelles, entre guillemets, d'avance. Enfin, c'est pas comme ça que je le vois, mais comment dire. C'est dommage d'avoir beaucoup de matière et de ne pas en profiter, en fait. Ce serait dommage de faire 3 nouvelles en une soirée et qu'on se rende pas forcément compte des histoires. Enfin voilà, qu'on fasse des amalgames entre les histoires, etc., qu'on les mélange, tout ça. Alors que je pense qu'elles vont toutes valoir leur pesant de cacahuètes, indépendamment les unes des autres. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'espère que ça vous a plu, ce petit live, ce court live, avec ces 2 nouvelles, du coup, Par-delà le mur du sommeil et La tourbière hantée. 2 nouvelles assez différentes de ce qu'on peut lire d'habitude chez Lovecraft, je trouve. Je me demande si c'est pas des nouvelles peut-être un peu plus jeunes. Je sais pas, hein, là je fais des hypothèses totalement. Mais je me demande si c'est peut-être pas des nouvelles un peu plus jeunes de Lovecraft. Déjà parce qu'elles sont courtes. Parce que dans le style, je trouve que c'est encore plus lourd que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des phrases vraiment très très longues et alambiquées. Mais bon, ça reste grave cool, hein, malgré tout, je trouve. Et je dirais que c'est jeune aussi, peut-être par les idées. Parce que l'ambiance est là, l'histoire est cool. Enfin, il y a tout qui est bien, je trouve. Il y a bien tous les mécanismes qu'on retrouve en général chez Lovecraft et qu'on kiffe tant. Euh, Malgré tout, ça va pas très loin, quoi, je veux dire. Même si là, franchement, je suis étonné d'avoir eu ces thématiques finalement dans des nouvelles de Lovecraft, puisque la première nouvelle nous parlait d'un monde, d'une autre réalité dans les rêves, et ça, je m'attendais pas du tout à trouver ça chez Lovecraft, et je trouve ça vraiment cool. Et là, au final, on a eu affaire à une malédiction étrange, etc. Je vois pas très bien en quoi ça serait lié au mythe de Cthulhu. Donc je vois pas pourquoi ça a été compilé sous cette appellation de mythe de Cthulhu. Euh, Par contre, je trouve ça grave cool parce qu'encore une fois, bah, il y a des liens au cosmos, donc là en l'occurrence à la Lune, etc. etc. Et limite à la fin, on peut se dire que Dennis Barry il a été abducté par des aliens quoi. Genre il y a un faisceau de lumière qui part de la Lune et il part dans le faisceau de lumière, what the fuck. Ça fait très théorie extraterrestre, enfin voilà. Et c'est vrai d'ailleurs que Lovecraft, je pense qu'il a tellement marqué la culture populaire, notamment, en fait, il l'a marqué à contre-coup, enfin à contre-coup, à contre-temps. Il l'a marqué des années et des années après, puisque lorsqu'il est tombé dans le domaine public d'un seul coup, il a eu un regain de popularité immense. Ça date d'il y a quelques années. Et ouais, je pense qu'en fait, ça a tellement marqué les générations en général, le style et le thème surtout de ces nouvelles, de ces romans, que je pense que ça a instillé un peu en tout le monde ce délire de complotiste, entre guillemets, ce délire de se dire
ah bah il y a peut-être des autres choses qui nous dépassent, des autres sociétés, des sociétés secrètes, des aliens. Enfin voilà, ça se rapproche assez finalement de la théorie des anciens astronautes pour ceux qui connaissent. Enfin voilà. On pourrait finalement faire des recoupements comme ça. Donc je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est un truc qui me fascine et que je trouve ouais, tout simplement ludique entre guillemets et hyper intéressant en fait. Et enfin voilà, mais je pense qu'il y a eu une empreinte de Lovecraft justement sur la psyché globale à propos de ça, qui fait qu'on est beaucoup plus enclin à croire ce genre d'histoire ou à du moins s'y intéresser. Du coup, je pense que je ne vais pas faire plus long parce que déjà dans l'intro j'ai pas mal bavardé et lors de la pause également. Je vais vous dire à tous merci d'être passés, merci à tous ceux qui sont venus faire un petit coucou, merci Stella, merci Wakina, merci Chassoad, ça a fait plaisir de vous avoir accueillis. Euh, Merci à tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube d'ailleurs, ça fait plaisir, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, je sais que tout le monde vous le demande tout le temps, mais en vérité ça fait très plaisir moi quand je vois un pouce. Et moi des pouces j'en ai pas énormément, hein. Et moi quand je vois un pouce bleu, bah, je suis en mode ah bah ça fait plaisir. Donc vraiment ça a du sens de mettre des pouces bleus, je vous le jure. Donc voilà, n'hésitez pas, ou même à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la lecture, que ce soit la lecture, donc ma manière de lire, ou que ce soit, et surtout d'ailleurs j'espère, par rapport à l'histoire, parce que voilà, c'est intéressant je trouve de partager à propos de cette expérience de lecture. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Je ne vais pas faire plus long. Le prochain live aura lieu très vraisemblablement dimanche. Donc on saura quel jour que je dise pas de bêtises. À dimanche 18 février 2018, voilà, pour être précis. La rediffusion du live. Ah ouais, ben non, mais ça sert à rien que je le dise, MDR. En tout cas, règle générale, voilà, comme ça vous le savez. En général, je poste, pardon, les rediffusions de live 2 jours après que le live ait eu lieu. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon Discord, à aller sur mon Facebook, sur mon Twitter, tout ça, tout ça. Bref, à suivre la chaîne YouTube. Vous connaissez déjà tout ce qu'il faut faire, je ne vais pas vous rabâcher les oreilles avec ça plus longtemps. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et à la prochaine pour une prochaine lecture. Salut!